1492. À bord de la Santa Maria, le moral de l'équipage est au plus bas. Leur capitaine, le célèbre navigateur italien Christophe Colomb, missionné par la couronne de Castille, scrute l'horizon désespéré. Il baisse sa longue vue, le moral bas, mais toujours certain de sa route pour atteindre les Indes. Aussitôt on entend des bruits de mouettes. « Terre, terre en vue » crie-t-on dans le navire. Aussitôt, l'explorateur italien ordonne immédiatement à ce qu'on accoste, certain d'avoir atterri vers des îles asiatiques. Une fois le pied posé à terre, les hommes se précipitent pour aller explorer les lieux. Seulement, quelque chose d'étrange est constaté. L'équipage passe des jours à errer d'île en île sans trouver aucun indigène, aucun outil, aucune construction, aucune épave. L'archipel sur lequel ils ont accosté est totalement inhabité. Les 3 navires de l'expédition, la Santa Maria, la Pinta et la Nina, finissent par quitter ces îles dans la recherche du continent asiatique. Après quelques jours, ils tombent sur une autre île bien plus grande, qui, dans un autre univers, se serait appelée Cuba. Mais encore une fois, cette terre, contre toutes les attentes de Christophe Colomb, est inhabitée. Dans cet univers alternatif, Christophe Colomb et ses hommes viennent de découvrir une Amérique bien différente de la nôtre. Un monde tout entier, sans aucune population humaine. Et bonjour à tous, braves gens. Ah oui, je sais ce que vous allez vous dire. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. À vrai dire, la dernière vidéo que j'ai fait, la vidéo sur la relation entre la France et le Japon, date d'il y a plus de 2 ans. Ça fait un bon moment quand même. Pendant ces 2 longues années, j'ai eu le temps de me poser pas mal de questions. Est-ce que je continue les vidéos? Est-ce que j'arrêtais totalement parce que j'avais plus le temps? Ou je sais pas. Finalement, j'ai décidé de reprendre, mais en changeant un peu ma façon de faire et les thèmes que je souhaite aborder. Là où j'étais plutôt parti pour faire des vidéos de géopolitique et géographie, etc., je me suis finalement retranché sur des vidéos plus imaginatives, des uchronies. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une uchronie, c'est juste un exercice de pensée qui permet de visualiser, de s'imaginer tous ensemble avec des travaux de recherche comment aurait pu ressembler le monde s'il était autrement. Je vous donne un exemple très simple. Si, par exemple, l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale, comment ça aurait évolué par la suite? Comment aurait évolué le monde? Comment ça aurait pu être possible? Etc. C'est juste de l'imagination finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un de ces scénarios. À vrai dire, maintenant, j'en ai pas mal qui traînent dans mes notes Samsung, des idées d'Uchronie, etc. Mais il y en a une en particulier que j'avais envie de réaliser. Et si l'Amérique n'avait pas été peuplée, ou avait été inhabitée, en gros. Alors dans ce scénario, les Amérindiens, les Incas, les Aztèques, tous ces peuples-là n'existent pas, et ne freinent donc pas l'arrivée des Européens sur le continent. Ce qui fait que Christophe Colomb et les autres acteurs de la découverte de l'Amérique, dont on verra plus tard, je vous spoile pas, vont découvrir une terre, où il n'y a personne en fait. Et ça va énormément changer notre histoire. Vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. Bon, ce scénario ne vient pas de nulle part. Il m'est arrivé, pendant ma longue période d'attente, de regarder des vidéos sur YouTube d'Uchronie. Alors, l'une des meilleures chaînes qui existent, c'est Alteris, que je vous conseille évidemment. Toutes ces vidéos, tous ces scénarios sont absolument magnifiques. Mais celui que je vous ai trouvé, de l'Amérique inhabitée, c'est pas d'Alteris, c'est de quelqu'un d'autre, un youtubeur américain. Alors ce youtubeur c'est Alternate History Hub, et la vidéo qu'il a fait, je vous la mets en description évidemment pour que vous puissiez aller la voir et la comparer à la mienne. Ce qui fait que par conséquent, je me suis un peu inspiré de ce qu'il dit, etc. Je n'ai pas totalement copié, puis en plus, il est dans ma description, je crédite, rendons à César ce qui est à César. Sur ce, maintenant que tout est expliqué, je vais pouvoir vous laisser avec le scénario. Bon visionnage.
Petite parenthèse avant que le scénario ne commence réellement, car en fait, avant de commencer ce scénario narratif, il faut d'abord que je vous explique comment l'Amérique aurait pu ne pas être peuplée. Tout d'abord, il est compliqué de savoir comment empêcher l'espèce humaine de peupler le Nouveau Monde. En effet, celle-ci a tendance à s'éparpiller un peu partout sur Terre. De plus, l'origine du peuplement de l'Amérique est assez floue, même si la théorie la plus répandue soutient l'arrivée de l'homme en Amérique par le détroit de Bering, entre la pointe de la Sibérie et l'Alaska. Ainsi donc, des peuplades paléo-indiennes auraient traversé le détroit alors que celui-ci était recouvert d'une épaisse couche de glace due à l'ère glaciaire, il y a environ 40 millions d'années. Ces peuples auraient pu ainsi arriver en Amérique en traversant à pied l'étendue glacée ou alors l'ayant longé en bateau sur des kilomètres. Même si ces populations n'avaient pas pu voyager par ce détroit, un autre peuple humain aurait bien pu accoster un peu plus tard. Mais imaginons qu'aucun humain n'ait pu s'aventurer en Amérique pendant la préhistoire. On va émettre ici l'hypothèse que des populations sont bien allées en Amérique et qu'elles sont bien passées par le détroit de Bering il y a 40 000 ans. Toutefois, contrairement à notre réalité, elles ne s'adaptent pas assez vite au climat glacial nord-américain de l'époque et à l'environnement, que ce soit la faune et la flore. Les quelques humains fraîchement arrivés finissent donc par disparaître. Par conséquent, dans cette réalité, c'est l'ensemble de l'Amérique, nord et sud compris, ainsi que le Groenland, qui n'accueille aucun Homo sapiens. Cela veut donc dire pas de Mayas, pas de Cherokee, pas d'Aztèques, pas d'Inca, pas d'Inuits, etc., etc. Est-ce que l'absence de l'homme sur le continent aurait pu avoir un impact sur la faune locale préhistorique ? En réalité, pas tellement. Certes, sans les hommes, beaucoup d'espèces, comme les mammouths et les smilodons, auraient potentiellement pu vivre plus longtemps, sans la chasse, mais ils se seraient éteints de toute façon, inévitablement à cause des changements climatiques et d'autres facteurs. Premier pied en Amérique, colonisation du Groenland. Dans notre monde alternatif, nous observons les premières divergences au Xe siècle. Les Vikings islandais, menés par Éric le Rouge, alors déjà bannis de l'actuelle Norvège à cause d'un meurtre, et maintenant bannis de l'île glacée pour la même raison, débarquent sur les côtes d'un très grand territoire. Celui-ci est quasiment blanc immaculé de neige et de givre. Les Scandinaves, fatigués de leur voyage, s'installent sur les littoraux du sud-ouest, qui sont pour l'instant inhabités, et surtout plus favorables à l'installation de colonies. Jusque-là, l'histoire ne change pas beaucoup de la nôtre. Mais après cette découverte, les Vikings qui habitent ces colonies apprennent seuls à chasser les phoques, les morses, la faune marine, ici plus abondante que dans notre monde, car elle n'a jamais été chassée par les Dorsétiens et les Sakaks, des populations groenlandaises pré-vikings qui, dans cet univers, n'ont jamais existé. Les villages implantés sur les littoraux sud-ouest de l'île se développent bien plus que dans notre réalité. Le commerce de viande de phoque, d'ivoire de morse, de fourrure et même de viande de baleine, ici plus important, contribue à faire prospérer les colons plus longtemps et surtout ils s'établissent bien plus au nord, mais toujours sur les littoraux. Les colonies, bien plus florissantes, acquièrent plus de bois et de fer grâce à la vente de leurs ressources groenlandaises. Ainsi donc, les colonies d'Éric le Rouge s'intègrent plus durablement et bien plus vite dans le monde scandinave. Expédition en Amérique. Vers l'an 1000, Leif Erikson, fils du fondateur des colonies groenlandaises, prend conscience de l'importance de s'approvisionner plus vite et plus efficacement en bois. Car bien que le financement des ressources utiles comme le bois et les métaux est plus qualitatif que dans notre réalité, il reste toujours un problème. Les navettes venues d'Europe mettent un temps monstrueux à arriver et des fois même n'arrivent pas à cause des aléas de la mer. Alors, Leif et un groupe d'autres vikings partent encore plus à l'ouest, où l'existence d'une terre plus clémente et fertile est déjà connue par de nombreux marchands scandinaves, qui souvent s'égarent à cause des courants marins en voulant rejoindre l'Islande. L'explorateur viking voit alors depuis son navire de grands rivages verts, comme ceux de la Norvège. Une fois le pied à terre, il observe les grandes forêts de pins sauvages étendues sur des kilomètres et des kilomètres. Après la découverte de ces terres inexplorées,
Leif organise de nouvelles expéditions et fonde un premier village dans une contrée qui, dans un autre univers, se serait appelée le Québec. Il y passe tout l'hiver et le printemps arrivant, il rejoint le Groenland. L'année suivante, c'est Thorvald Eriksson, le frère de Leif, qui rejoint le campement. 6 mois après s'être installé, il organise une expédition pour se rendre plus au sud. Et étonnamment, il ne tombe sur aucun autochtone. Même si ces terres semblaient sauvages, il pensait au moins rencontrer potentiellement des gens qui auraient pu vivre dans cette contrée. Ainsi, dans cette réalité, l'expédition n'est pas stoppée par des combats contre les natifs, et Thorvald Eriksson, lui, n'est jamais tué d'une flèche dans le crâne. Par conséquent, il continue son voyage, plus profondément dans les terres avec ses hommes. Plusieurs campements sont établis souvent à côté de lacs et de fleuves. En 1007, l'expédition prend fin, et Thorvald rentre sain et sauf vers le campement plus au nord, pour ensuite rejoindre le Groenland. La nouvelle arrive vite dans les colonies d'Eric. Le continent à l'ouest existe bien, et sa description comme fertile, clément et surtout totalement vierge sans aucun homme séduit les colons vikings. C'est ainsi bien plus de Scandinaves et Groenlandais que dans notre réalité qui se rendent sur le continent qui abrite les pays qu'on appelle le Vinland, le Markland et le Helluland. Dans cet univers alternatif, l'expédition de Thorstein, le troisième fils d'Éric le Rouge, réussit, la navigation n'étant pas empêchée par les aléas météorologiques dus à un départ bien plus en avance. Un village est donc fondé en 1008, près du Markland. C'est aussi l'expédition du Groenlandais Thorfinn Karlsefni, qui réussit à s'implanter durablement sur le continent grâce à bien plus de navires et bien plus de personnes que dans la vraie vie, en 1010. Sans l'existence de natifs, c'est également le voyage de la fille d'Éric le Rouge, Freydis, qui prend plus d'ampleur, car elle et son équipage n'ont jamais à combattre des tribus amérindiennes. La nouvelle de la Terre Vierge se propage dans toute la Scandinavie, avec un impact bien plus grand que dans la réalité. On raconte donc les histoires des enfants d'Éric le Rouge, et la vie dans ces villages est bien loin à l'ouest, jusqu'au nord de l'actuelle Allemagne. Malheureusement, comme dans notre réalité, bien que les Vikings se soient installés bien plus loin, et en plus grand nombre, les colonies du Vinland sont un échec. Trop loin de l'Europe, sans réel commerce, et avec les hivers très rudes, les campements et les villages se vident. Néanmoins, ici, les anciens récits nordiques sur le Vinland ne tombent pas dans l'oubli en Scandinavie. Début de la colonisation européenne de l'Amérique. Découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Nous revenons au début de la vidéo. Christophe Colomb, dans cet univers alternatif, ne rencontre jamais les Taïnos. Un peuple qui, dans la réalité, a peuplé toutes les îles des Caraïbes. Sans cette rencontre, les Espagnols ne découvrent pas les grandes quantités d'or et d'argent qu'abritent ces îles. En effet, c'est grâce aux bijoux des natifs, faits de ces métaux précieux, que les explorateurs s'en aperçoivent. De plus, aucun indigène ne sont ramenés dans les navires espagnols pour aller jusqu'en Europe. Après avoir exploré entièrement l'île de Cuba à la recherche d'autochtones, Christophe Colomb et ses hommes remettent les voiles pour l'Espagne. L'explorateur italien en est quasiment sûr. Ils sont accostés sur les îles d'un océan qui sépare les côtes est des Indes et l'Europe de l'Ouest. Une fois de retour au pays, Christophe Colomb rapporte au roi d'Espagne la nouvelle. Il est convaincu que ces terres isolées pourraient être aménagées en comptoirs commerciaux et autres escales entre l'Europe et les Indes pour ravitailler les bateaux et ainsi faciliter la traversée transatlantique. Au début, le roi, Ferdinand d'Aragon, est assez réticent. Non seulement l'expédition n'a pas permis d'accoster en Asie, mais en plus, aucune ressource au trésor n'a été ramenée de ces îles, si elles existent. Et maintenant, on lui demande de financer un projet coûteux vers des terres que personne ne connaît et dont il n'est pas sûr de la rentabilité. Le souverain n'a pas tellement de choix. Il doit tout mettre en œuvre pour rattraper l'avancée des Portugais, qui continuent encore la recherche d'une route vers les Indes par l'Afrique. Ferdinand d'Aragon autorise donc l'explorateur à repartir fonder un comptoir vers l'une de ces îles et de continuer le voyage plus à l'ouest. Pour ce faire, il lui octroie 5 vaisseaux et bien plus d'hommes, ainsi que de ressources comme du fer, du bois et des meubles. L'expédition reprend. Mais lorsqu'en 1494, la flotte part des Caraïbes à peine arrivée, Christophe Colomb et ses hommes
tombe sur une grande terre. Ça y est, nous y sommes en Inde, pense le capitaine. Mais comme dans notre réalité, il se rend bien compte que la terre sur laquelle il a mis le pied n'est pas l'Asie. Il n'y a que des jungles à perte de vue, et surtout après avoir exploré plus en profondeur les lieux, il n'y a personne. Ce nouveau monde sur lequel ils ont débarqué est inhabité, sauvage et inconnu. En plus de ça, sans peuple à asservir ou à commercer avec, l'exploration est un échec et revient bredouille à la colonie de la Isabela. Une fois de retour en Espagne, Christophe Colomb n'a pas grand-chose à rapporter à part quelques animaux, dont des perroquets, quelques perles et surtout des mauvaises nouvelles. En plus de ne pas être arrivés en Asie, la terre qu'ils avaient découverte semblait inhospitalière, sauvage, et ne rien avoir à offrir que des jungles denses et inhabitées. En plus d'avoir coûté très cher, ce voyage semble se solder par un échec. La redécouverte du Vinland. Conformément à notre réalité, l'Angleterre finance elle aussi une expédition afin de trouver une nouvelle route vers les Indes, au nord-ouest, en 1497. Le voyage se conclut par la découverte d'une terre inconnue. Mais les explorateurs anglais n'en restent pas là. Ils explorent un peu plus les lieux. Alors qu'ils pensaient la contrée totalement inhabitée, ils découvrent des ruines. D'anciennes petites maisonnettes en bois qui ont l'air d'avoir été abandonnées il y a des centaines d'années. Les Britanniques les inspectent. Les gravures sur le bois leur font penser aux anciennes maisons scandinaves de l'ère viking. S'agissait-il d'une ancienne colonie viking ? Leurs soupçons se confirment quand, après avoir débroussaillé le centre d'un cercle de pierre, ils tombent sur une pierre couverte de runes nordiques. Les Anglais sont stupéfaits. Cet étrange village viking, bien loin de l'Europe, sur une terre vierge, rappelle à certains d'entre eux les vieilles légendes danoises qui ont traversé la mer du Nord. De retour en Angleterre, la nouvelle choque. Les preuves sont ramenées au roi anglais Henri VII. Les terres vierges du Vinland existent donc bel et bien. Le bruit court vite en Grande-Bretagne et traverse les eaux pour arriver aux oreilles de la couronne danoise. Le roi Jean Ier du Danemark profite des anciens écrits de son peuple et des nouvelles rapportées par les Anglais pour aller récupérer des terres qui lui reviennent de droit. La mission n'est pas seulement une question de territoire, le vrai but est économique. Le roi Jean espère rentabiliser la conquête de cette colonie à l'ouest en y exploitant les ressources et la terre fertile pour y implanter des cultures et des pâturages. Le gain de cet investissement, bien que coûteux, lui permettrait d'hisser son pays en grande puissance européenne, au même titre que la France, le Portugal et la Grande-Bretagne. En 1499, l'expédition est lancée. Et une fois les terres explorées, les Danois s'installent dans les villages en meilleur état. 2 colonies sont fondées. Le Nouveau Danemark, dans l'actuel Labrador, et le Nouveau Vinland, dans l'actuelle Terre-Neuve. Le Portugal en Amérique. Comme dans notre réalité, en 1500, une expédition portugaise, voulant profiter des courants marins pour se rendre au cap de Bonne-Espérance, atterrit sur les côtes de l'actuel Brésil. Celle-ci découvre, comme dans notre monde, le bois spécifique du continent, le pernambouc, qui permet de fabriquer une teinture de rouge. Sans grand changement avec la réalité, les Portugais y fondent la colonie du Brésil, un nom en référence avec la couleur du bois. Colonisation lente de l'Amérique. Sans les natifs américains, les Espagnols ne se sont jamais implantés durablement en Amérique, à part dans l'actuel Haïti, qui dans ce monde est nommé la Isabela. Ne pouvant commercer ou piller les populations locales, qui ici n'existent pas, le royaume d'Espagne ne s'enrichit pas. Pour ce qui est du Portugal, à part la colonie du Brésil qui permet de rapporter un peu d'argent à la couronne portugaise, le royaume préfère investir dans l'exploration de l'Afrique, ici plus développée, et le commerce avec les Indes, où ils ont le monopole des épices et autres denrées. Seul le Danemark s'intéresse réellement au Nouveau Monde et développe ses colonies, à tel point que le mot le plus courant pour désigner ce continent vierge est le Vinland, même en dehors de la Scandinavie. Les colonies danoises se sont bien étendues depuis 1499. Le projet d'en faire un grand grenier à céréales et à viande n'est pas si concluant, les hivers étant bien souvent trop rudes. Néanmoins, il y a bien un retour sur investissement, car les fourrures de castor, très abondants en Amérique, et le saumon, lui aussi en très grand nombre,
constitue un gain d'argent important pour le Danemark. Par conséquent, le pays devient de plus en plus puissant et le roi Jean semble gagner son pari. Dans cette réalité, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont vues comme hostiles et sauvages, de véritables enfers verts qui ne séduisent jamais les grandes puissances européennes et ne permettent pas aux colonies du Brésil et de la Isabella de se développer ou de s'étendre. Néanmoins, alors que toute l'Europe se demandait quelle mouche avait piqué les Danois pour qu'ils s'installent sur ce continent sauvage, ils finissent par changer leur jugement, voyant les denrées que pouvait ramener le Vinland, ici l'Amérique du Nord. En 1535, la colonie du Nouveau-Danemark s'étend bien plus au sud, et le continent septentrional intéresse de plus en plus la couronne de France et d'Angleterre, qui souhaitent envoyer des expéditions au plus vite avant les autres, et surtout avant que le Danemark ne s'empare de tout le territoire du Nord. Pour conclure, c'est un monde bien différent du nôtre qui voit le jour dans cette réalité. Ici, l'Espagne, sans la découverte de l'or américain et la conquête de l'empire aztèque et inca, ne devient jamais la grande puissance qu'elle a été dans notre univers. Ici, c'est le Portugal qui s'impose en Europe, avec son monopole sur les épices et les marchandises venues d'Orient, grâce à sa route vers l'Afrique. C'est aussi une Scandinavie, avec un royaume du Danemark beaucoup plus puissant, qui est observable avec la renaissance du Vinland. Enfin, sans la domestication de la tomate, du maïs et de la pomme de terre, les grandes révolutions agricoles ne voient jamais le jour, et le vieux monde ne connaît jamais un grand pic de croissance démographique.